Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Blanche Segrestin et Charlotte de Monsan du Centre de gestion scientifique de Mines Paris, PSL. Je les laisserai se présenter plus en détail comme elles le souhaiteront. Et aujourd'hui, on va parler péril commun, changement climatique, transition et comment concilier une forme d'efficacité et une forme de justice sociale. Je les laisserai expliquer d'où elles partent pour arriver à ça, mais je ne doute pas que ça va être passionnant et pour ce qui me concerne, ça m'a donné des clés supplémentaires pour comprendre un peu les choses. Une sorte de théorie déverrouillante, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la fois, on comprend mieux certaines choses et on a des idées de quoi faire et par les temps qui courent, des idées de quoi faire. C'est quand même assez précieux. Voilà, donc on va écouter Blanche et Charlotte pour une bonne heure, on va dire. Et puis ensuite, on aura des échanges jusqu'à 10h30. Voilà, Blanche, Charlotte, c'est à vous. Est-ce que ça marche si je fais ça? Vous m'entendez? Ouais, En fait, on t'entend, c'est plus pour l'enregistrement. Ouais. Ça marche comme ça je peux faire des gestes. Bien, bonjour à tous. Blanche Segrestin, je suis avec Charlotte donc, qui est actuellement en postdoc. On est toutes les deux chercheurs à l'École des Mines donc, et dont je coordonne avec Kevin Levillain une chaire qui s'intitule Théorie de l'entreprise. Assez loin des questions a priori de péril commun, mais je vais expliquer le lien avec un sous-titre qui est le lien entre innovation, création collective et les questions de gouvernance et de droit. Donc c'est un programme notamment sur les nouvelles formes juridiques de société pour être plus responsables, notamment la société à mission. On pourra y revenir éventuellement et notamment sur les liens. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois un petit livre le changement climatique comme péril commun, alors qui résulte d'un programme qui avait une journée qui avait été montée par Charlotte au Collège des Bernardins en 2022. Le livre est sorti en 2023. Charlotte a soutenu sa thèse fin 2023. Et aujourd'hui, elle continue en postdoc sur ces questions-là. Et donc, voilà, c'est un programme, je voudrais d'emblée le souligner, d'abord qui a commencé dans notre chaire depuis un moment, qui est très porté par Armand Hattuel. Donc ici, je voudrais souligner tout l'apport à tout ce dont on va parler. Il n'est pas là ce matin, mais vous allez voir qu'il va être très présent dans tout ce qu'on va expliquer. Et Kevin Levillain, et puis tout le travail de Charlotte depuis maintenant bientôt 4 ans. Plutôt 5, et qui n'est pas fini. Donc voilà, c'est une aventure collective et qui ne fait que commencer, je l'espère. Donc voilà, c'est plutôt, vous allez voir, perspective de recherche qui nous intéresse de discuter aujourd'hui avec vous, avec l'idée qu'on n'a pas le choix. Du point de vue de la recherche, il y a un enjeu absolument essentiel et central à essayer de penser des formes d'action climatique, donc d'action de lutte contre le changement climatique qui soient équitables. Aujourd'hui, c'est la question de l'équité qui apparaît comme un point un peu rédhibitoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'urgence absolue de l'action climatique est reconnue, partagée, soulignée à chacune des COP, année après année. On parle de fonds, de compensation, etc. Et en même temps, une forme de paralysie qui est, du point de vue scientifique, une énigme. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est à ce point incapable de proposer des pistes, des voies d'action qui puissent être acceptables du point de vue collectif. Alors, cette question de l'équité, je la souligne, je présenterai le plan de l'exposé dans une minute, mais la question de l'équité, elle avait déjà été soulignée depuis plusieurs années. Pour rappeler, les accords de Paris parlaient d'une préoccupation commune de l'humanité en parlant du changement climatique. Et ça fait déjà plusieurs années, je crois que c'est déjà dans le rapport du GIEC de 2018, où on souligne que la question d'équité est aujourd'hui la question centrale de l'action climatique, avec le problème à la fois au niveau international entre pays. On sait qu'aujourd'hui, les pays les plus vulnérables face au changement climatique sont aussi les pays du Sud les plus démunis pour faire face aux effets du changement climatique. Et puis aujourd'hui, tout ce qui concerne les actions d'atténuation, donc de lutte contre le changement climatique, y compris au sein de nos États occidentaux, touche de manière, les économistes parlent d'un impôt régressif, touche de manière plus
agressives, je ne sais pas comment le dire, les populations, là aussi, les plus précaires. Vous l'avez entendu avec la crise des Gilets jaunes ou aujourd'hui avec les zones à faible émission qui consistent pour lutter contre la pollution de l'air à vouloir exclure les véhicules les plus polluants. Or, ceux qui ont les véhicules les plus polluants, par définition, c'est ceux qui n'habitent pas en centre-ville, qui ne prennent pas de vélo, mais qui habitent loin, qui ont une vieille voiture, un diesel polluant, etc. Et donc, c'est à nouveau les populations qui sont les plus touchées. Et donc, voilà, cette problématique à la fois des effets du changement climatique qui ont des effets particulièrement inéquitables en soi, et ensuite les politiques qui elles-mêmes, en fait, dans la manière dont elles sont conçues, ont des effets inéquitables, pose cette question voilà, d'une difficulté particulière et aujourd'hui qui semble être l'obstacle majeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fois les moyens d'action ne sont pas forcément inenvisageables. En tout cas, on en a certains et on sait qu'il faudrait peut-être arrêter les énergies fossiles, etc. Il y a des rapports, comme le rapport Pisani-Ferry, il n'y a pas très longtemps, qui est capable de chiffrer ce que coûterait l'action climatique pour éviter en fait, les dommages trop importants. Donc les solutions ne sont pas nécessairement, même si les chiffres sont colossaux, en fait on sait bien que par rapport au coût de ce que pourrait devenir de ce que pourrait représenter une planète inhabitable, sont en fait acceptables. Mais le problème, c'est vraiment le problème de l'acceptabilité des politiques et leur caractère jugé équitable ou pas, d'où les notions aujourd'hui de plus en plus fréquentes et les appels à une transition juste de la part de l'OIT ou de l'OCDE. Et c'est le point de départ un peu de ces travaux-là. Pourquoi, d'un point de vue théorique, on a tant de mal à penser des schémas d'action qui puissent être à la fois efficaces, donc qui soient capables de lutter contre le changement climatique, et en même temps équitables, et pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui? Alors, cette question... on va donc essayer de l'aborder et vous allez voir qu'avec une entrée, donc ça peut être à la fois surprenant que venant plutôt de la question de la théorie de l'entreprise et de la gouvernance de l'entreprise, on se lance dans cette aventure parce que avec Armand, Kevin et Charlotte, on n'est pas ni spécialistes spécialement du changement climatique, ni des politiques publiques, ni des... Mais vous allez voir qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est en fait les modèles de l'action collective. Je vais y revenir en 2 minutes. Donc moi, je vais faire un peu une intro. Et puis, dans un premier temps, on va essayer de vous montrer comment est-ce que cette question de l'articulation entre une action qui peut être à la fois efficace et en même temps juste, elle a été pensée ou au contraire peu pensée parmi les multiples travaux qui aujourd'hui s'intéressent à ces questions-là. Donc je ferai un très rapide panorama des grandes voies disciplinaires sur ces questions. Et puis Charlotte, en fait, ensuite développera à la fois l'explication qu'aujourd'hui on trouve, et notamment qu'elle a beaucoup travaillé dans sa thèse, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a nécessairement une forme de dilemme entre une action qui, quand elle est plus efficace, c'est-à-dire aussi moins coûteuse pour obtenir le résultat que l'on cherche, est d'autant plus inéquitable. Quelle est la source de ce dilemme d'un point de vue théorique ? Et comment est-ce qu'on peut, du coup, explorer des voies nouvelles et qu'on essaye de proposer aujourd'hui. Et donc, notamment, à partir de cette piste, qui peut paraître très surprenante, mais qui nous stimule beaucoup, qui est en fait un principe qui vient du droit maritime et qui s'appelle la règle des avaries communes. Alors, la règle des avaries communes, j'en dis un petit mot dès maintenant, et puis vous allez voir qu'on va y revenir. C'est une règle très ancienne. Les historiens du droit disent que c'est une des plus vieilles règles du commerce international dans le droit maritime. Elle a plus de 2000 ans. Donc, lors de cette journée, en fait, il y avait plusieurs historiens, notamment une historienne, Maria Fusaro, qui est spécialiste de cette règle maritime, qui est extrêmement intéressante pour les historiens et les économistes, parce que c'est une règle qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui a traversé les époques, mais qui est aussi internationale, et qui a permis en fait d'avoir une forme de registre systématique de tous les périls qui ont eu lieu en mer et de la manière dont ils ont été gérés avec cette règle. Alors qu'est-ce que dit cette règle? Elle est relativement simple et très très intrigante, vous allez voir. Donc, en fait, dans le droit maritime, vous savez que le capitaine est maître à bord, il est doté d'une habilité à prendre des décisions et même à avoir autorité, non seulement sur l'équipage, mais éventuellement sur les personnes à bord, si besoin. Et en particulier, quand on est face à une tempête, un risque majeur qui menace l'expédition dans son ensemble, le capitaine est habilité
à jeter, notamment par-dessus bord, des marchandises ou à procéder à un sacrifice. Voilà, c'est ça le principe. Donc vous voyez, c'est a priori complètement dérogatoire au droit de la propriété. Le capitaine n'est propriétaire de rien, mais il a le droit de jeter, ça s'appelait au départ la loi des jacta, il a le droit de jeter des marchandises par-dessus bord, mais la règle, en fait, insiste, tout le sacrifice, s'il rend possible le sauvetage commun, donc la règle dit c'est dans le salut commun, si effectivement elle permet de sauver l'expédition, alors le coût, les sacrifices correspondants doivent être partagés entre tous ceux qui ont quelque chose à sauver, donc entre tous ceux qui ont intérêt à ce que l'expédition soit sauvée, et donc pour lequel ce jet, ce sacrifice est important. Et donc c'est à la fois toutes les personnes qui ont des marchandises à bord, mais aussi l'armateur, le propriétaire du bateau, et donc au prorata des valeurs à l'arrivée. Et c'est un principe extrêmement intéressant, puisque vous voyez que vous pouvez imaginer que vous avez des marchandises à bord, mais qu'elles se périment, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle une avarie particulière, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, votre marchandise, elle ne vaut plus rien, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, vous l'avez mal emballée, vous avez mal estimé la durée du voyage. Et donc, au final, à ce moment-là, on ne peut pas vous demander de payer. C'est assez intéressant, puisque vous n'avez pas nécessairement... La règle ne demande que, en fait, aux gens qui ont quelque chose de sauvé, de contribuer à la perte. Et donc c'est une règle qui est à la fois pratique, parce qu'elle est potentiellement facile à mettre en œuvre. On reviendra sur le côté facile, c'est pas si facile que ça, notamment d'estimer la valeur de ce qui a été jeté, et la valeur qui aurait dû être sauvée à l'arrivée, donc elle n'est plus là. Mais en même temps, c'est une règle qui est considérée comme équitable, et c'est ce qui fait qu'elle a été maintenue tout au long de l'histoire, bien qu'elle ait été remise en question à plusieurs reprises. Voilà, il y a des rapports successifs, notamment à l'ONU dans les années 80-90, qui redisent en fait, cette règle, elle est peut-être un peu compliquée à appliquer, mais en pratique, c'est la plus robuste parce que c'est celle qui est équitable. Tout le monde, effectivement, doit contribuer à la perte au prorata de ce qui est effectivement sauvé. Alors, cette règle, donc, elle a beaucoup intéressé les historiens parce que, vous voyez, en fait, elle a permis d'avoir des registres, des valeurs qui circulent, des débats qu'il peut y avoir. Il y a des cas que Charlotte avait repérés, par exemple, tu l'évoqueras peut-être, je ne veux pas être trop longue, mais où on peut aussi considérer parfois que il vaut mieux faire couler un bateau, je crois, quand il y a une épidémie à bord, que d'accoster dans une ville, donc de faire sombrer au large, en ayant évidemment sauvé les personnes à bord. Et à ce moment-là, en fait, ceux qui contribuent, ce ne sont pas simplement ceux qui sont à bord ou ceux qui ont des marchandises à bord d'une œuvre, mais aussi potentiellement la ville qui a été sauvée, puisque en fait, c'est pour sauver la ville qu'on a procédé à ce sacrifice commun. Et donc, il y a plein d'applications dont on pourrait discuter. Voilà. Alors, en fait, cette règle-là, on la travaille depuis très longtemps dans notre laboratoire. Et Armand Artuel l'avait repérée dans un manuel d'histoire du droit des affaires qu'on vous recommande chaudement de Skramkiewicz, aujourd'hui décédé. Mais donc cette règle, il l'avait repérée déjà, il avait publié, Armand, un article en 97 sur cette question-là, parce qu'il s'intéressait à ce qu'il appelait la rationalité des règles, et en fait à essayer de comprendre pourquoi est-ce que une règle ne pouvait être comprise que si en fait on prenait en considération les dimensions cognitives relatives. C'est-à-dire que vous voyez, on a là une règle qui est complètement dérogatoire au droit de propriété classique. Encore une fois, on dit voilà, vous partagez un sacrifice qui n'est pas décidé par vous. Et en même temps, ce qui intéressait Armand, c'est qu'il y avait une rationalité profonde, notamment du fait que le capitaine, quand il est à bord, il est seul, il n'a pas forcément accès ni aux marchands, ni aux propriétaires du bateau, etc. Donc il est habilité pour des questions en fait cognitives à prendre seul la décision. Et puis sa décision est rendue d'autant plus possible qu'il n'a pas à négocier, puisqu'il y a une règle a priori de solidarité. Et donc ce qui intéressait Armand, c'était le caractère, vous voyez, articulé ou contingent entre les dimensions cognitives qui étaient en fait seules susceptibles de penser et d'asseoir la légitimité de la règle. Ensuite, on l'a beaucoup travaillé avec Armand, et bon, moi je suis rentrée plutôt dans l'histoire un peu plus tard, mais sur la question de l'entreprise, et parce que, alors là, dans un autre contexte, ce qui nous intéressait, c'était la place du capitaine, parce que pensant l'entreprise, on voit bien qu'il y a une autorité de gestion, le chef d'entreprise, qui est assez mal pensé en droit, et on se demandait, est-ce qu'il ne faut pas en fait s'inspirer de ce que le droit maritime a pensé, et notamment ce qu'on a appelé le partnering effect en anglais, c'est-à-dire le fait de dire quand un dirigeant
l'entreprise prend une décision qui va avoir des effets positifs ou négatifs sur les différentes parties prenantes, l'augmentation de l'employabilité des salariés, au contraire un licenciement collectif, l'augmentation d'une décision qui va permettre d'augmenter le cours en bourse fortement, etc. Vous voyez, toutes ces décisions qui vont avoir mécaniquement des effets sur les potentiels des différentes parties prenantes, est-ce qu'il faudrait considérer que voilà, j'ai eu accès en tant que salarié à une formation et très bien, tant mieux pour moi, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait considérer que c'est un acte dans l'intérêt collectif de l'entreprise qui a été décidé et qu'il faudrait peut-être considérer que les effets devraient être considérés comme des avaries ou des bénéfices mutualisés et collectifs. Donc c'était ça qui nous intriguait. Et typiquement, vous voyez, une des propositions qu'on faisait, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit, il nous semble que les effets solidarisants des actes de gestion ne sont pas suffisamment pensés. On pourrait considérer, d'après nous, qu'un licenciement économique, c'est bien pour la survie de l'entreprise en tant que telle. Et donc, ceux qui sont effectivement licenciés, on devrait pouvoir considérer que ça n'est pas à eux seuls de porter le sacrifice, mais qu'au contraire, si ça rend possible tout un ensemble de valeurs par la suite, ces valeurs, le sacrifice devrait être partagé au prorata des valeurs que ce sacrifice a rendu possible. Et donc, voilà, quel schéma envisager? On avait proposé typiquement de se dire il faudrait peut-être qu'ils aient des actions gratuites, les personnes licenciées, de manière à pouvoir bénéficier derrière aussi des intérêts créés par l'entreprise. Vous voyez, on pourrait avoir pensé plein de... Mais c'était pour souligner le fait qu'il y avait là des décisions qui ont des effets collectifs qui ne sont pas suffisamment pensés en fait, dans le droit tel qu'il est aujourd'hui. Donc vous voyez que ce qui nous intéresse, en fait, je pense qu'il y a une question de fond derrière qui est toujours penser en fait un schéma d'action collective et se demander comment est-ce qu'on peut penser à la fois le schéma d'action collective efficace, mais surtout les principes à la fois de responsabilité et de solidarité qui sont cohérents, qui rendent possible cette action, mais qui la légitiment aussi. Donc les questions d'équité qui nous semblent au cœur de... Et finalement, c'est ça le programme de notre chaire, c'est vraiment ces questions-là, c'est comment penser, comment essayer de caractériser la nature de l'action dont on parle à un moment donné et d'essayer de penser des principes de responsabilité, de solidarité adaptés. Alors voilà, j'ai fait une assez longue introduction et donc je veux, si vous voulez bien, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai peut-être déjà pas mal parlé. Je vais rapidement, donc dans une première partie, essayer de revenir simplement sur voilà, quelles sont les approches aujourd'hui, quand je reviens à l'action climatique, quelles sont les voies d'action qui sont proposées et comment justement est pensée la place de l'équité dans les différentes disciplines et l'articulation entre efficacité et équité dans les différentes disciplines. Alors en fait là, je ne vais pas faire une grande revue de littérature, elle est parfaitement faite dans la thèse de Charlotte qui est facilement accessible, mais je m'appuie notamment sur les débats qu'on a eus lors de cette journée où on avait volontairement invité des experts de différentes disciplines. Et en fait, ce qui est assez frappant, alors vous m'excusez, je le fais très vite, mais c'est qu'évidemment, toutes les disciplines se sont emparées de cette question, de l'action climatique, des conditions de justice, etc. Et il y a énormément de travaux, vous imaginez, en philosophie politique, en éthique, en économie. Alors, il y a, en gros, on va schématiser, mais 3 grandes voies dans la littérature qui se dégagent. Il y a une voie de tous ceux qui proposent justement des principes de répartition qu'ils considèrent comme justes. Et cette voie-là, alors, elle mobilise énormément de gens. Il y a plein de travaux, vous en avez certainement déjà entendu parler. Je vous donne juste un exemple. Éloi Laurent, par exemple, il explique qu'on pourrait proposer des principes de répartition des efforts selon différents... Enfin, il propose différents principes. Il y a un premier principe, alors, que je ne me trompe pas trop, je vais reprendre mes notes, où il considère que, par exemple, on pourrait avoir une forme de budget carbone égal par tête, et donc essayer de dimensionner un budget carbone en fonction de la population et en prenant des estimations de la croissance de la population dans les prochaines années. Ça, ce serait un principe considéré comme équitable. Et évidemment, il y en a plein d'autres des principes. Vous pouvez par exemple considérer au contraire que ceux qui doivent payer, ce sont ceux qui ont jusqu'à présent plus émis de gaz à effet de serre et donc plus pollué et qui portent la responsabilité. Ce serait aussi un principe équitable que de dire on va en fait distribuer les coûts au prorata
de la responsabilité de chacun, un principe un peu de pollueur-payeur, qui est souvent retenu en pratique. Ce serait effectivement équitable. Puis vous avez d'autres principes. Par exemple, vous pourriez vous dire, on veut corriger les inégalités de développement entre les pays du Sud et les pays du Nord, et du coup, voilà, il va falloir au contraire que les pays du Nord payent plus. Alors bon, ça revient peut-être un peu en pratique aux précédents principes, mais vous voyez, en fait, on peut multiplier les principes de distribution. Et le grand souci en fait, de cette littérature, c'est qu'elle propose des tas de principes, mais qu'il n'y a pas nécessairement de voie pour se mettre d'accord. Et c'est un des principaux problèmes auxquels on est confronté, c'est que voilà, comment trancher entre ces différents critères, dont on peut en fait multiplier le nombre, mais qui paraissent tous légitimes et potentiellement intéressants. Et donc ça fait d'immenses débats, vous imaginez. Donc ça c'est la première voie, mais vous voyez, qui s'intéresse principalement aux dimensions d'équité. À l'inverse, on va dire que, je m'excuse, Charlotte, elle va se retourner parce que je fais ça très très schématiquement, mais il y a tout un autre pan, on va dire plutôt économiste, qui s'est plutôt intéressé à, il faut en fait s'assurer qu'on va minimiser l'effort collectif ou le coût du sacrifice, si vous voulez, pour le dire en d'autres termes, en disant, ben voilà, quelle est l'action la plus efficace, sachant que derrière, l'hypothèse des économies, c'est souvent que l'État, ensuite c'est un choix politique de savoir qui prend en compte et puis on pourra toujours faire des compensations, des transferts, etc. Et donc vous voyez, typiquement, chez les économistes, pour vous donner un exemple là, le principe de la taxe carbone est souvent mis en avant. Et donc le principe de la taxe carbone, je m'y arrête une minute, parce qu'en fait, je pense que vous le connaissez, mais il est extrêmement intéressant. Il est défendu par les économistes pour dire, si je fixe un niveau d'une taxe, ça veut dire que en fait, ceux qui émettent du carbone vont devoir payer la taxe à chaque fois qu'ils émettent une tonne de carbone. Ceux pour lesquels le coût de dépollution, donc qui peuvent en fait ne pas économiser une tonne de CO2, pour un coût inférieur à la taxe, vont être du coup incités à le faire. Et ceux qui, au contraire, ont un coût de dépollution supérieur à la taxe vont préférer payer la taxe. Et du coup, ce principe, l'efficacité qu'y voient les économistes, c'est que ça va pousser à dépolluer là où c'est le moins coûteux. Et donc, ça va faire globalement l'action collective la plus efficace du point de vue du moindre coût. Et donc ça, en fait, c'est très poussé par les économistes. Ça a plein de bonnes propriétés en termes d'économie d'information, etc. Le grand souci, c'est que vous voyez que dans cette approche-là, et c'est ce que développe très bien Antonin Potier, donc un économiste que vous connaissez, qui avait fait un livre sur comment les économistes réchauffent la planète, il explique bien que dans cette approche-là, les économistes mettent complètement au second plan la question de la répartition des coûts. C'est-à-dire que s'il s'avère que en fait, ceux qui ont à dépolluer du coup, ce sont ceux qui sont les plus défavorisés, c'est comme ça. Et après, l'État doit éventuellement prendre sa part pour assurer les transferts. Mais du coup, vous voyez bien qu'à nouveau, dans cette approche, on ne pense pas simultanément ou conjointement la question de l'efficacité et de l'équité. Donc dans les deux grandes voies qu'on voit, cette question de l'articulation qui nous semble à nous centrale et problématique aujourd'hui, elle n'est en fait pas traitée. C'est ça, Antonin Potier, il le dit très clairement, en fait, chez les économistes, cette relation, c'est plutôt une absence de relation. Bon, deux grandes voies, une troisième, qui est plus en gestion d'ailleurs, enfin en économie et gestion, c'est celle des communs, notamment tous les travaux d'Elinor Ostrom, et qui là, en fait, prend une approche complètement différente, se dit, en fait, notamment, elle travaillait plutôt sur les ressources, plutôt au niveau local, mais des ressources communes. Et ce qu'elle montrait, c'est que c'est le problème de la tragédie des communs. On sait bien qu'il peut y avoir une surexploitation et donc une dégradation d'une ressource commune si en fait il n'y a pas de droits de propriété qui permettent en fait sa sauvegarde. Et donc face à cette tragédie des communs, ce qu'elle montre, elle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de passer soit par l'État, soit par un marché des droits de propriété privée. Elle montre qu'au contraire, il y a des conditions dans lesquelles les individus peuvent arriver à se mettre d'accord sur un partage qui est à la fois équitable et qui permet de préserver la ressource. Donc elle montre que c'est possible et elle propose un certain nombre de principes pour que ce soit réalisable. La grande difficulté, alors c'est pareil, je vais très vite, mais qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est d'abord que passer d'une échelle locale à une échelle planétaire comme le changement climatique, c'est pas du tout évident. Ça suppose des accords qui n'ont pas du tout la même dimension. Et puis, en fait, il n'y a pas de clé, c'est-à-dire que c'est pas forcément très actionnable. On ne sait pas comment construire en pratique ces accords. Et puis, un grand point aussi qui nous interpelle beaucoup, c'est pas parce qu'il y a accord que c'est juste.
peut très bien y avoir des accords où les gens se sentent un peu contraints, et puis voilà. Et puis il y a beaucoup d'accords. Typiquement, nous, on avait regardé des cas comme Vitel ou autre. Enfin, je vais pas développer parce que sinon je vais vraiment prendre trop de temps, mais où en fait on a l'impression qu'il y a un accord. Vitel, vous savez, c'était les propriétés autour des sources. Il semblait avoir trouvé en fait un accord avec les agriculteurs autour, et puis en fait quelques années plus tard, les gens en fait ont constaté qu'en fait ils avaient accepté un accord qui leur semblait au final extrêmement défavorable et non équitable. Donc voilà, il y a cette préoccupation que qui dit accord ne dit pas forcément équité. Donc voilà, encore une fois, une voie intéressante, mais aujourd'hui, il nous semble limitée par rapport aux questions. Il y en a une dernière que je signale parce qu'on a il y a dans cet ouvrage une contribution d'une juriste qui s'appelle Judith Rochefeld. C'est la voix des juristes, en fait. Le droit est évidemment extrêmement démuni, vous le savez, par rapport au changement climatique, puisque, a priori, le droit dit on ne peut imposer quelque chose à quelqu'un que si on peut montrer qu'il a créé un dommage, donc, et qu'il y a faute, et qu'on peut demander donc des dédommagements. Quand il n'y a pas faute, en fait, là, on parle d'émissions de CO2 qui sont parfaitement légales. On ne vous a pas interdit de prendre une voiture, ni de consommer ni de produire du CO2. Donc, en fait, le droit est par nature démuni par rapport à ça. Et ce que Judith Rochefeld montre, c'est qu'elle suit, vous savez, les grands procès internationaux, les grands procès des ONG contre les États, l'affaire du siècle et autres, qui attaquent l'État ou les États, parce qu'il y en a évidemment plusieurs qui sont pris dans la tourmente, pour inaction face au changement climatique. Et donc elle étudie ces procès et elle montre qu'il y a des décisions qui font apparaître des principes d'une responsabilité totalement innovants. Inédits, je devrais dire. Et typiquement, je vous donne juste un exemple, elle s'est beaucoup intéressée à une décision de la Cour de cassation allemande qui condamne l'État allemand en disant, en fait, à partir du moment où toutes les libertés futures sont menacées par le changement climatique, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est l'Allemagne qui pollue plus ou pas par rapport à d'autres États, c'est, il n'y a pas le choix. En fait, il y a, face à ce qu'on pourrait appeler vraiment un péril commun, ce n'est pas les termes de la Cour de cassation, mais c'est à partir du moment où toutes les libertés fondamentales des générations futures sont menacées, c'est de la responsabilité de l'État que d'agir. Et donc voilà, elle souligne qu'il y a là un principe d'intervention qui est particulièrement inédit. Et nous, ça nous intéresse parce que ici se trouve d'une certaine manière les germes d'une responsabilité par rapport à un principe à une situation de péril commun qui est finalement assez peu conceptualisée, mais qui évidemment fait référence pour nous directement à la situation de la règle des avaries communes en droit maritime. Donc, je finis ce très bref panorama des grandes voies qui sont aujourd'hui explorées. Et vous voyez qu'au final, on constate que on est dans l'incapacité, en tout cas dans les voies qui ont, même s'il y a énormément de travaux très intéressants sur ces différentes voies, aujourd'hui, la question de l'articulation entre les deux, efficacité et équité, semble difficile. Donc, c'est un verrou qui nous semblait intéressant d'aller analyser de très près. Et d'où les travaux, je passe la parole à Charlotte pour la question de l'analyse de d'où vient cette difficulté à appréhender simultanément les deux dimensions. Je mets juste mes petites slides, si vous m'accordez quelques secondes pour se pointer. Tu peux mettre le micro pas trop loin. Ok, c'est bon là. Bon, de toute façon, normalement, je dis ce qu'il y a sur les slides, donc c'est pas... Donc voilà, pour prendre la suite de ce que vient de dire Blanche, donc on a un peu cette question, cette énigme de l'équité pour l'action climatique, et on a des voies de la littérature qui n'adressent pas directement la question du dilemme entre ces enjeux d'efficacité et d'équité. Et il y a un peu une énigme supplémentaire qui va constituer ici le point de départ, c'est qu'en fait les instruments, depuis les années 70 qu'on commence à parler du changement climatique, ils ont en fait assez peu évolué. C'est-à-dire que quand on parle d'instrumentation...
d'instrumentation publique pour l'atténuation climatique, on va penser aux taxes, aux marchés, aux réglementations, au fait d'informer les citoyens et éventuellement à des accords volontaires. Et ces catégories, en fait, elles sont relativement stables et on peut évoluer. Et pourtant, c'est bien aujourd'hui tous ces modes d'action qui sont limités par les enjeux d'équité et qui sont limités par des enjeux de répartition, notamment équitable des efforts. Pourtant, donc, comme Blanche l'a dit, le GIEC il l'a réitéré en 2022, mais l'équité, c'est une dimension qui est instrumentalement importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dès la conception même de ces instruments, avant de les implémenter, qu'il faut réfléchir aux questions d'équité. Et du coup, c'est un peu ce qui guide la question, c'est pourquoi est-ce que ces instruments ils sont peu évolués et comment est-ce qu'on peut intégrer ces enjeux d'équité dès la conception des instruments. Et donc, l'approche qu'on a prise pour ce questionnement, c'est de s'interroger, en fait, une approche plutôt gestionnaire de quelles sont les logiques qui soutiennent aujourd'hui le choix des instruments et leur conception. Et notamment, ça revient, en fait, à se demander comment est-ce qu'on a modélisé historiquement le problème de gestion, qu'est-ce que c'est l'atténuation du changement climatique, et donc, du coup, comment les instruments gèrent les enjeux d'équité et d'efficacité qui sont soulevés par rapport à cette modélisation du problème. Et donc, le plan de ma présentation, ça va être, donc, dans une première partie, comment a été historiquement modélisé le problème de gestion de l'atténuation climatique. Ensuite, on va voir comment est-ce que la règle des avaries communes, donc Blanche vous a déjà présenté, peut permettre de modéliser autrement ce problème de gestion. Et enfin, dans une troisième partie, quelle implication pourrait avoir un changement de modèle, un changement de manière de se représenter l'atténuation climatique sur les logiques de conception des instruments de politique publique. Donc, dans un premier temps, comment a été modélisé le problème de gestion de l'atténuation climatique ? Donc, pour ça, on a de très bons matériaux à disposition. Ce sont les rapports du GIEC et notamment les rapports du groupe 3 du GIEC qui sont spécialisés dans les stratégies d'atténuation du changement climatique. Et donc, l'idée, ça a été d'aller chercher dans ces rapports qui sont une source qui est à la fois reconnue comme légitime du point de vue des acteurs publics comme de la communauté scientifique, qui présente historiquement une évolution de l'état de l'art scientifique, ainsi que l'état de l'art à l'instant T de l'année du rapport, et qui représente aussi un consensus politique. Donc, par exemple, les résumés aux décideurs des rapports du GIEC sont validés ligne par ligne par les représentants de chaque pays. Donc, ils ont un peu cette double fonction de représentation de l'état de l'art scientifique et de consensus politique. Et donc, l'idée, ça a été d'aller chercher dans ces rapports un peu les cadres théoriques qui ont permis d'aboutir à la fois à une définition de ce qu'est l'atténuation climatique. Ce n'est pas du tout quelque chose d'évident, parce que c'est quelque chose qui a dû être construit, l'atténuation climatique, mais aussi les cadres qui ont permis de déterminer les formes d'instruments adéquats, comment est-ce qu'on va gérer cette atténuation climatique qu'on a dû définir, et enfin, comment est-ce qu'on intègre les questions d'équité. Alors, pour cette partie, ce que je propose, c'est dans un premier temps de vous reconstituer un petit peu la dynamique des rapports, qu'est-ce qui s'est passé historiquement, en fait, dans ces rapports. Donc, il y a un premier rapport qui sort en 1990, et la question qui était posée par ce rapport, c'est quels sont les instruments qu'on a à disposition si on doit gérer le changement climatique. Donc là, il y avait une partie du rapport qui était qu'est-ce qu'on fait déjà pour gérer les ressources environnementales, les problèmes de pollution locaux, ainsi que l'émergence de nouvelles formes d'instruments qui existaient un petit peu, mais qui n'étaient pas encore trop testés, qui sont les instruments économiques. Donc il y a toute la deuxième partie du rapport qui est comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces nouveaux instruments économiques de taxes et de marché pour l'atténuation du changement climatique. Ils sont encore peu déployés. Mais dans ce rapport, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne parle pas du tout d'équité. On est vraiment sur quels sont les instruments à disposition et émerge donc dans le résumé aux décideurs de ce rapport-là des grandes catégories d'instruments, donc l'information des citoyens pour qu'ils puissent agir, les accords volontaires issus de la gestion des ressources locales, un ensemble de variétés de normes et de réglementations, et enfin ces deux mécanismes de marché, taxes et marché. Oui, ça marche. À partir de 1995, donc dans le rapport suivant, là se pose un petit peu la question de l'équité. Donc elle est notée, c'est quand même une dimension importante de l'instrumentation. Par contre, dans les cadres qu'il y a à disposition pour décrire le problème, l'équité ne peut pas vraiment être réintégrée dans les instruments. Donc en fait, on va la poser plutôt comme une logique d'évaluation. On va chercher à évaluer en fonction d'un certain nombre de principes d'équité, de critères de répartition, les différents instruments qu'on a à disposition. On va notamment regarder leurs effets distributifs. Ensuite, en 2007, les rapports sont confrontés. Donc en 2001, pardon, je l'ai sauté celui-là, mais en 2001 se pose toute la question des incertitudes. Comment est-qu'on gère les connaissances qu'on
qu'on acquiert sur le changement climatique et sur les instruments ne sont pas de même nature. Donc il y a un cadre qui va être posé pour différencier en fait le taux d'incertitude et le consensus scientifique qui est associé à chaque donnée. Donc là, c'est plutôt un rapport qui fait un point méthodologique sur la manière de présenter les résultats. Ensuite, en 2007, les rapports sont confrontés à un problème, c'est qu'il y a trop de diversité d'approches. Quand on essaye de commencer à intégrer les questions de développement durable, d'équité dans les rapports, on a vraiment une multiplicité de points de vue. Et donc, du coup, il y a un moment où il faut poser un cadre pour commencer à construire et à accumuler des connaissances pour améliorer l'atténuation du changement climatique. Donc, le rapport de 2007, il représente un peu une forme de liste de l'ensemble de ces approches qui peuvent être dans l'ensemble des points de vue qui peuvent être adoptés pour décrire le changement climatique et l'atténuation climatique. On arrive ensuite en 2014, où là, le rapport prend une toute autre tournure, c'est-à-dire qu'il pose dès le résumé aux décideurs un cadre. L'atténuation du changement climatique, c'est un collective action problem, je vais garder le mot anglais pour pas de confusion, autour d'une ressource commune. Donc là, on arrive en 2014 à un cadrage qui est posé par les rapports du GIEC sur qu'est-ce que l'atténuation climatique et comment est-ce qu'on la définit. Et c'est un cadre, quand on creuse dans les rapports, qui apparaît à la fois pour décider, pour justifier les formes d'instruments qu'on va pouvoir utiliser pour l'atténuation climatique, mais qui est aussi structurant dans les discussions sur l'équité dans la littérature. Mais du point de vue des instruments, on reste toujours dans une logique plutôt d'évaluation. Donc le chapitre instruments reste dans la même logique que les précédents. Et enfin, en 2022, le rapport prend une tournure un petit peu différente, c'est-à-dire que maintenant qu'on a acté que l'atténuation du changement climatique, c'est un collective action problème autour d'une ressource, qu'en plus, à côté, il y a eu les conférences internationales qui ont posé les objectifs de développement durable, et qu'il y a déjà des actions climatiques qui se sont quand même mises en œuvre dans la réalité, le rapport va plutôt étudier ces formes d'action collective. Et là, qu'est-ce qu'il constate? Qu'il y a tout un tas de nouvelles formes d'instruments, notamment de transition juste, qui ont été déployés par les institutions européennes et dans de nombreux pays, qui ne rentrent plus tout à fait dans le cadre du Collective Action Problem. Et ce rapport appelle donc à explorer de nouveaux cadres pour saisir comment intégrer les enjeux de justice vis-à-vis de l'atténuation du changement climatique. Donc ce rapport, il conforte un petit peu le questionnement, qui est comment le cadrage interagit avec ces dimensions. Et donc voilà. Donc ensuite, il y avait une autre manière, donc c'est qu'une fois ce cadrage du Collective Action Problem, il a été identifié dans les rapports, l'idée, ça a été un petit peu de creuser dans les rapports précédents sur quoi il repose, c'est-à-dire quels sont les cadres théoriques, les auteurs séminaux qui ont amené ce cadrage et quels sont les concepts qui sont associés à ce cadre afin de pouvoir en identifier les hypothèses. C'est quoi les hypothèses minimales de cette représentation de l'atténuation du changement climatique. Donc, par cette analyse des rapports, on identifie donc plusieurs concepts qui sont ici, mais pour citer dans les grandes lignes, c'est des concepts qu'on entend régulièrement, d'externalité, de bien public, concept de tragédie des communs, de bien commun, et surtout 3 auteurs séminaux qui sont Garrett Hardin, un écologue américain, Elinor Ostrom, qui est une politologue économiste américaine qui a eu un prix Nobel en 2009, et Mancur Olson, un économiste qui a écrit un livre qui s'appelle The Logic of Collective Action dans les années 60. Et à présent, donc, avec l'étude avec l'analyse de ces auteurs, quelles sont les hypothèses? Si on doit décrire au minimum la situation de l'atténuation climatique qui est véhiculée par ces cadres théoriques, quelle est-elle? Donc, dans un premier temps, le Collective Action Problem. Donc, le Collective Action Problem, c'est l'idée de dire qu'une ressource va être surexploitée et que chaque acteur va chercher à maximiser son profit de cette ressource et que donc ça va inévitablement conduire à la dégradation de la ressource. Donc, premièrement, au niveau des acteurs, ça modélise les acteurs comme des individus qui créent des utilités, des valeurs, des richesses à partir de l'utilisation d'une ressource. Ça dénote aussi qu'il y a un problème qui est identifié, c'est-à-dire que la somme des actions individuelles cause un problème, donc la somme des émissions dégrade une ressource, peut être vue aussi comme une forme de pollution qui va dégrader l'atmosphère. Et enfin, il y a une troisième propriété, qui est que les coûts de réduction d'une émission pour un argent, tout comme les valeurs qui sont extraites de la ressource, sont hétérogènes entre les différents acteurs.
Donc là, on a les 3 hypothèses qui forment aujourd'hui le cœur de la manière dont est représentée, où on a modélisé historiquement l'atténuation du changement climatique, notamment dans les rapports du GIEC. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue instrument, si on a donc cette représentation minimale du problème? Donc le problème venant d'une somme d'émissions, une somme d'actions individuelles, on va chercher à modifier des comportements individuels. L'ensemble des instruments que je vous ai listés en introduction cherchent à faire ça. Les campagnes d'information visent à donner une information aux citoyens pour qu'ils changent eux-mêmes leur comportement individuel. Les incitations de taxes ou marchés cherchent à faire changer des comportements individuels. Également, c'est la même chose pour les contraintes. Et les accords volontaires, ici, posent une hypothèse un petit peu différente, c'est que les acteurs peuvent volontairement s'associer pour réduire leurs émissions. La deuxième logique que ça implique, c'est d'éviter les passagers clandestins. Donc on va retrouver tout un tas de mécanismes de sanctions qui vont être associés à ces normes, à ces incitations. Et globalement, ça recoupe tous les instruments qui vont être fondés sur une logique du pollueur-payeur. Donc là, pas à entendre comme le principe d'équité qui voudrait associer les coûts, la base dans ça, mais qui voudrait répartir auprès des plus pollueurs, mais plutôt comme le principe légal du pollueur-payeur qui est inscrit dans le droit européen, qui donne à l'acteur public le rôle d'identifier des sources de pollution et donc des pollueurs, et de faire ensuite porter le coût à ces différents acteurs. Donc ce cadre du Collective Action Problem va plutôt pousser à modifier des comportements individuels. Maintenant, qu'est-ce qui peut être le problème associé à regarder au niveau de l'individu cette action collective ? Si on cherche par exemple, donc si on prend l'exemple d'un quota et qu'on cherche à modifier un comportement en disant chacun doit réduire du même pourcentage d'émissions ses émissions. Donc ça pourrait être un principe d'équité, tout le monde va réduire de 10% ses émissions. Sauf qu'avec la propriété 3, comme ça ne coûte pas la même chose aux différentes personnes et que tous les acteurs ne génèrent pas la même richesse à partir de leurs émissions, on voit bien que ça va avoir un effet différencié sur la manière dont sont réparties les richesses au sein d'une population d'acteurs déterminés. Donc quand on cherche à agir sur les émissions, on va modifier, même en fixant la répartition sur les émissions, on va modifier la répartition des valeurs qui y est associée. Inversement, si on cherche à jouer sur les valeurs, c'est-à-dire qu'on va dire les plus riches payent, ce qui pourrait aussi être un principe d'équité qui est régulièrement proposé, on ne dit pas comment est-ce que ça va modifier la distribution des valeurs. Le problème qui arrive ici, c'est que quand on regarde que toute l'action passe par l'action individuelle, il y a un couplage individuel qui dépend de la relation que chaque individu entretient entre les émissions qu'il produit et la richesse, la valeur qu'il en retire. Et c'est ici un couplage qui est générateur de dilemmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accéder à cette information et à gérer en même temps la répartition des émissions au sein de la société, donc les usages qui peuvent leur être associés, et la répartition des richesses, des valeurs qui sont issues de ces émissions. Et donc ici, on a en fait un problème qui est assez fondamental, c'est que quand on conçoit des instruments sur une logique de modification d'acteurs, de comportement d'acteurs individuels, on joue à la fois sur la répartition des émissions et sur la répartition des richesses, et donc on couple les conditions d'efficacité, parce que pour atténuer le changement climatique, ce sont les émissions qu'il faut réduire, mais avec les conditions de répartition équitable des efforts, puisque ce sont ici des questions plutôt de répartition des valeurs entre les différents acteurs. Donc on a un dilemme dans ce mode-là. Donc c'est ici qu'on remonte un petit peu à une source un peu fondamentale et théorique d'où peuvent provenir en fait ces dilemmes qu'on observe aujourd'hui de manière empirique. La question qui se pose maintenant, c'est du coup, comment est-ce que la règle des avaries communes, elle peut permettre de modéliser autrement l'atténuation climatique, en fait de regarder autrement la situation, et du coup derrière, quelles implications on pourra en tirer pour l'instrumentation. Donc pour représenter les différents éléments de l'avarie commune, donc premier élément, on a un péril commun qui est identifié. Donc dans le cas des avaries communes, le capitaine va avoir un objectif, c'est de sauver le bateau, et il va alors du coup identifier un ensemble de sacrifices ou de dépenses extraordinaires qui vont être faites volontairement dans l'objectif de sauver l'expédition. Donc là, par exemple, ici, c'est un exemple où il sacrifie, disons, toutes les marchandises d'un marchand 1. Et ce sont ces deux éléments, l'existence d'un péril commun et d'une action extraordinaire et volontaire, qui donnent lieu à l'activation, en quelque sorte, du dispositif d'avarie commune.
le déclenchement de l'avarie commune fait qu'à l'arrivée de l'expédition, il y a un autre acteur qui est le répartiteur, qui va évaluer les pertes, qui va évaluer les richesses à l'arrivée, qui va calculer un taux commun qui correspond en fait à l'ensemble des pertes sur l'ensemble des valeurs qui étaient engagées dans l'expédition pour déterminer la contribution aux avaries communes, donc en appliquant ce taux aux richesses de chacun. Donc si on reprend les différents éléments de cette règle-là et qu'on met en parallèle les hypothèses sur lesquelles repose l'avarie commune. Donc on a toujours cette situation d'acteurs qui créent de la valeur. Les marchands mettent sur le bateau des marchandises dont ils espèrent une valorisation future à l'arrivée. Mais le problème identifié ici, c'est plus un problème de somme de comportements individuels problématiques, c'est qu'il existe un péril qui menace l'entièreté de l'expédition, dont on identifie qu'un des moyens de gérer ce péril, c'est de réduire les émissions. Et enfin, quand on regarde les effets de l'action, ici, c'est plus la question du coût de réduction d'une émission qui est hétérogène, mais c'est l'idée qu'un sacrifice, le sacrifice des émissions d'un des acteurs, permet de sauver toutes les richesses de tous les autres. Et ces richesses sont hétérogènes. Donc ça correspond donc à l'identification du péril et du sauvetage volontaire, qui sont les deux prérequis pour l'application de l'avarie commune. Et maintenant, si on regarde la logique instrumentale qui découle de ces deux hypothèses principales, on n'est plus sur l'idée de modifier des comportements individuels, mais on voit l'action qui est conduite comme une décision collective de sauvetage. Du coup, la logique qui est associée à cette décision collective de sauvetage, c'est plus d'éviter les passagers clandestins, mais c'est de mutualiser les coûts de cette action par ce qui est sauvé, parce qu'on rend compte du fait que l'action sauve. Et donc, du coup, l'instrument duquel provient cette modélisation, c'est l'avarie commune. Et donc, on retrouve les différents éléments. Donc, la décision collective de sauvetage est mise en évidence par le taux commun, et la mutualisation des coûts de l'action par ce qui est sauvé, par la règle au prorata des richesses sauvées. Donc en fait, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'une logique, donc le collective action problem, il génère in fine des gagnants et des perdants, c'est-à-dire ceux qui ont réduit et ceux qui ont bénéficié de l'action. Là où ici, on passe plutôt dans une logique où tout le monde est perdant si on ne gère pas le péril, ou tout le monde est plutôt gagnant si on a réussi à sauver l'expédition. Même si tout le monde n'a pas forcément, à l'arrivée, préservé la même valeur. Donc il y a quand même cette notion d'hétérogénéité. Et ce qui est intéressant avec le dispositif des avaries communes, c'est qu'il y a d'un côté donc, la décision collective de sauvetage qui, elle, va être garante de l'efficacité, c'est-à-dire qu'elle peut être faite à moindre coût, mais elle est aussi condition du sauvetage de l'expédition. Et de l'autre côté, il y a la règle de répartition qui, elle, est garante de la répartition équitable des efforts. Donc on a en fait dissocié dans la gestion de l'avarie commune l'efficacité de l'équité. Et maintenant, je vous propose dans une troisième partie de voir un peu quelles sont les implications que cette séparation entre gestion de l'efficacité d'un côté et gestion de l'équité de l'autre peut avoir sur la conception des instruments de politique publique. Et pour ça, je vous propose de creuser en fait, la comparaison avec la taxe carbone qui a été amorcée par Blanche plus tôt. Donc, dans un premier temps, on va décrire la taxe carbone avec un certain nombre d'indicateurs. Donc déjà, de quoi on a besoin au départ pour mettre en œuvre une taxe carbone? On a besoin d'une expertise économique pour déterminer l'assiette des pollueurs auxquels on va suivre la taxe et le montant associé. L'expertise économique permet, en théorie, de trouver le bon montant par rapport à la bonne assiette de pollution qu'on a pour atteindre l'efficacité environnementale. Sur quoi reposent les conditions d'atteinte de l'efficacité environnementale et d'atteinte de l'efficacité économique? La taxe envoie une incitation à des individus. Donc déjà, il y a une première dimension qu'il faut que les individus acceptent cette taxe, qui n'est pas anodine. On peut repenser à la crise des Gilets jaunes en 2019. Mais la deuxième condition, c'est que même si cette taxe est acceptée, derrière, pour atteindre l'efficacité théorique prévue, c'est en fait la somme des réactions individuelles de chacun des acteurs qui est incité par la taxe qui doit correspondre à la prédiction théorique. Alors, si on regarde la distribution des efforts, ce sont donc les pollueurs, ceux qui sont identifiés par l'assiette de la taxe comme pollueurs, qui vont contribuer de manière proportionnelle aux émissions qui sont ciblées, mais aussi au coût de réduction de leurs propres émissions et à la richesse qu'ils ont à côté.
Si on réfléchit maintenant à... on peut se dire, d'un point de vue implémentation, on va tester un premier prix et puis on va l'évaluer au fur et à mesure pour le réajuster, pour atteindre le bon objectif. C'est la logique qui est classiquement poursuivie. Et qu'on se pose les questions de quelles sont les connaissances dont on a besoin pour évaluer et pour pouvoir réviser l'instrument pour le faire atteindre son objectif prévu. Il faut du coup connaître l'ensemble des réactions individuelles à la taxe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir isoler les réactions individuelles à la taxe de l'ensemble des autres phénomènes sociétaux qui sont associés. Et ces réactions individuelles vont dépendre à la fois des couplages individuels entre les émissions et les valeurs. Ceux pour qui c'est moins cher de réduire vont réduire, ceux pour qui c'est plus cher de réduire vont payer la taxe, mais aussi de la manière dont ces individus décident de gérer leur couplage. Peut-être que mes émissions, je les utilise dans ma voiture qui me permet d'aller au travail et qu'en fait, même si c'est moins coûteux de changer de mode de transport, je vais quand même préserver ma voiture pour aller au travail, pour mon confort. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu dans l'évaluation de la taxe. Et enfin, si on réfléchit en termes de potentiel de transformation, c'est-à-dire quelle impulsion donne la taxe carbone par rapport à la transformation collective, on demande en fait aux individus de réagir de manière compétitive, et c'est les pollueurs qui sont les garants de la transformation qu'on attend pour l'atténuation du changement climatique. Si on regarde maintenant la logique de l'avarie commune, d'un point de vue de mise en œuvre, la mise en œuvre, elle est beaucoup plus exigeante au départ. C'est-à-dire qu'il faut une expertise technique et économique pour identifier des décisions collectives. C'est par exemple rénover énergétiquement les bâtiments et combien ça va coûter. Donc on n'est plus sur un prix, mais on est plutôt sur des actions conçues collectivement qui peuvent permettre d'atteindre des objectifs. Et il y a une autre expertise qui là va être plus sociale, entre guillemets, puisqu'elle est encore difficile à caractériser, mais qui va chercher à quelle est la règle de répartition et comment en fait est-ce qu'on évalue l'ensemble de ces dimensions. Si on regarde les conditions d'efficacité, on a ici toujours une condition d'acceptation, mais cette fois-ci plus de la propension à payer une taxe, mais de la décision collective, qui prend en compte le fait qu'il existe cette règle de répartition. C'est-à-dire qu'en fait, la décision collective, avec ses éléments techniques et les effets qu'elle peut avoir, doit être acceptée, sachant que les coûts et les efforts qui vont être consentis sont répartis entre tous les membres de la communauté de péril. Et d'un point de vue de l'efficacité économique, le taux d'avarie, qui va donc être calculé et appliqué à chacun des individus, fabrique en fait une incitation collective à minimiser les coûts, donc à partager les connaissances pour minimiser les coûts. Donc il y a ici en fait un effet collaboratif du point de vue économique qui peut permettre d'atteindre une meilleure efficacité. Si on regarde à présent la distribution des efforts qui est impliquée par l'avarie commune, ici c'est toute la communauté de péril qui est concernée et non plus simplement les pollueurs, mais en fait ceux à qui on demande de sacrifier pour sauver l'ensemble de la communauté, et cela proportionnellement aux richesses qui sont à sauver. Si on réfléchit maintenant à la question de l'évaluation et du potentiel de révision de cet instrument-là, on a une première dimension qui est l'évaluation collective de l'efficacité de la décision de sauvetage. Ici, elle est, quand on compare à la taxe carbone, moins coûteuse que le fait... On n'a plus besoin d'aller chercher les réactions individuelles de chacun au signal prix, mais plutôt, si on décide de rénover énergétiquement les bâtiments, de compter le nombre de bâtiments. Ça ne veut pas dire que c'est simple non plus, mais c'est moins exigeant que d'aller chercher individuellement toutes les réactions. Mais c'est surtout, on fait apparaître deux paramètres d'action indépendants pour gérer l'acceptabilité du dispositif. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la modification de la décision collective, on ne va peut-être pas rénover énergétiquement tous les logements, ou alors on peut aussi jouer sur les manières de calculer la répartition des efforts qui est associée. Donc on fait apparaître en fait un nouveau paramètre d'action pour le décideur public. Et enfin, donc là, comme on s'adresse à l'ensemble de la communauté de péril, le potentiel de transformation, il est plus général, mais c'est-à-dire qu'en fait, en faisant contribuer l'ensemble de la communauté de péril, l'ensemble de la communauté a son mot à dire. Mais quand on réfléchit par exemple à des transformations d'urbanisme qui vont être nécessaires, ça ne concerne pas que les automobilistes. L'ensemble des habitants d'une ville sont concernés par les transformations qui sont demandées à la ville.
Donc voilà, donc pour cette comparaison, donc on voit qu'il y a donc c'est pour l'instant très théorique bien évidemment, mais on voit qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont ouverts par le fait de raisonner en avarie commune pour concevoir des instruments de politique publique. Et donc l'idée c'est que ça peut apporter d'autres logiques et des guides, des éléments pour concevoir autrement des instruments qui sont restés globalement stables quand même pendant toutes ces dernières années. Évidemment, il y a de nombreuses questions qui restent, donc pour en citer quelques-unes sur comment est-ce que ça peut concrètement être implémenté, mais aussi en fait les nouvelles questions que ça peut poser à des décideurs publics qui sont peut-être négligés aujourd'hui. Premièrement, il y a une logique, c'est une logique fractale. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le principe des avaries communes, il pourrait s'appliquer à toutes les échelles. Par contre, les formes institutionnelles que ça pourrait prendre ou les acteurs que ça concerne font que ça pourrait se manifester de différentes manières. Donc, quelles pourraient être en fait ces diverses formes d'implémentation qui restent à explorer, entre quel type d'acteurs, mais aussi en fait quel est le péril pour quelle échelle. Là où le changement climatique peut apparaître à premier lieu comme un problème transnational, en fait les impacts sont aussi ressentis localement. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut caractériser les périls à ces différentes échelles pour y penser les règles de gestion qui sont associées. Ensuite, là, la comparaison avec la taxe, elle forçait un petit peu à avoir l'État en tête quand on parlait du capitaine. Mais le capitaine, il a deux fonctions. Il a à la fois une expertise technique et aussi une autorité de décision. On peut se demander quel rôle, en fait, quel rôle vis-à-vis des fonctions actuelles qu'a l'acteur public il peut jouer par rapport à une figure du capitaine. C'est pas évident qu'il soit le seul capitaine ou que ce soit le bon acteur pour être capitaine. On peut se demander si c'est souhaitable ou possible en fait pour l'appareil étatique de centraliser l'ensemble de ses expertises. Mais aussi on peut se demander quels autres types d'acteurs jouent déjà le rôle de capitaine. Il y a notamment de nombreux instituts de recherche qui réfléchissent à ces questions, de nombreux scénarios qui sont déployés pour les manières d'atteindre les objectifs climatiques, mais aussi de même point de vue quel rôle de répartiteur. Ici aussi, il y a de nombreux travaux sur les inégalités qui sont générées par l'action climatique qui pourraient être mobilisées pour enrichir cette figure d'acteur. Il y a aussi évidemment la question de qu'est-ce qu'on appelle richesse sauvée dans le cas du changement climatique, qu'est-ce qui est calculable, comment est-ce qu'on pourrait rendre compte des valeurs immatérielles qui sont sauvées, comme le confort ou la mobilité. Est-ce que, par exemple, les dépenses publiques d'amélioration de la qualité de vie ou de transformation de vie pourraient être considérées comme un bon proxy de ces variables-là? Ensuite, voilà, d'autres questions. Donc, quelles sont les modalités d'élaboration d'une règle de partage collectif? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des modèles d'association aujourd'hui ou de mutualisation? Et enfin, quelle forme d'outils concrets pour supporter le déploiement d'une telle logique pour instrumenter en fait la gestion des périls écologiques, ce qui peut aller en fait au-delà de simplement l'atténuation climatique, puisque la critique qui est émise envers le Collective Action Problem, elle est assez récurrente dans l'ensemble de la gestion des problèmes environnementaux. Mais donc l'idée, c'est que c'est une piste qui ouvre de nouvelles questions, mais qui peut quand même amener déjà à renouveler un certain nombre de discussions. Et je vais en donner une. C'est par exemple, on aborde aujourd'hui beaucoup la question de l'action climatique sous l'angle de la responsabilité. Donc comme ça a été dit, donc, du point de vue des procès, il faut poser une faute. Mais quand on raisonne en avarie commune, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de responsabilité, c'est juste que ça déplace le regard vers une autre dimension. Ça ne donne pas la responsabilité comme un prérequis à l'action, mais ça ouvre une autre possibilité, qui est plutôt de faire un pas de côté complémentaire pour réfléchir à d'autres modalités d'action. Voilà. Un petit mot avant de lancer la discussion, pour terminer. Donc, vous l'avez compris, c'est peut-être encore une fois assez prétentieux de la part de chercheurs de proposer une solution, mais en tout cas, il nous semble qu'aujourd'hui, cette voie-là, l'idée qu'on est face au changement climatique, face à un péril commun et qu'il faudrait réfléchir avec une règle, avec un principe de solidarité des avaries communes, nous semble assez fécond aujourd'hui. On a l'impression qu'à l'issue de la thèse de Charlotte et donc de plusieurs années de travaux, que c'est assez robuste d'un point de vue théorique et que voilà, c'est la responsabilité des chercheurs, en tout cas, d'essayer de pousser un peu ces préoccupations, ces réflexions plus loin. Alors, il y a plusieurs voies aujourd'hui sur lesquelles on travaille. On essaye de pousser un programme assez large. Il y a des voies expérimentales, c'est-à-dire en pratique, mettre à l'épreuve et justement essayer d'appréhender un peu toutes les questions que Charlotte vient d'évoquer sur comment c'est possible, quel principe d'évaluation, comment est-ce qu'on identifie le péril.
Là, je dois saluer le fait qu'on a eu la chance d'être en contact avec notamment le sénateur Olivier Jacquin pendant le Covid. Enfin, c'était une histoire assez marrante, qui a lu une chronique que j'avais faite dans Alter Echo et qui est venu d'en discuter. Enfin, on était en Zoom à l'époque parce que c'était pendant le Covid. Et qui nous a donné plein de pistes, notamment c'est lui qui a poussé pour qu'on aille regarder du côté des zones à faible émission, du côté de la mobilité. Alors on n'est plus dans la taxe carbone et le changement climatique, mais ça donne un autre péril, le caractère inhabitable des villes du fait de la pollution de l'air. Et donc là, on est lancé sur une expérimentation avec la métropole du Grand Nancy pour essayer de voilà, aujourd'hui, les villes dont Nancy sont obligées de mettre en place la ZFE pour le 1er janvier 2025. Et donc, ils sont dans un processus aujourd'hui de dimensionnement, aussi d'évaluation de qui va devoir prendre sa part. Et vous voyez bien que dans les ZFE, le principe est flagrant, c'est-à-dire qu'on va empêcher les gens qui habitent loin, qui travaillent éventuellement en ville avec un vieux diesel polluant, de prendre en charge le coût. Là où en fait les habitants du centre-ville vont voir potentiellement leur patrimoine immobilier s'apprécier et eux donc auront tous les bénéfices. Enfin, il y a un effet. Et donc l'idée, ce serait de réfléchir en parallèle avec eux, bien sûr, à comment penser une ZFE solidaire, c'est-à-dire qui appliquerait, certes, on peut dire qu'il faut supprimer les voitures polluantes, mais partager les bénéfices, donc les valeurs sauvées, partager le coût au prorata des valeurs sauvées, et donc en prenant en compte pas simplement les véhicules, mais toutes les valeurs qui ont intérêt à ce sacrifice. Il y a d'autres perspectives, par exemple Antoine Goutalan, un autre doctorant qui est chez RTE en CIFRE, le transport de l'électricité. Il a proposé, et ça a été pas mal diffusé au sein de RTE, que la gestion des blackouts, vous savez, sur le réseau électrique, on pourrait considérer qu'il y a aussi un péril commun. C'est voilà, s'il n'y a pas d'équilibre entre l'offre et la demande, le réseau, il sort en blackout. Et il y a eu cette grande crainte à l'hiver 2023 qu'on n'allait pas pouvoir subvenir à la demande. Et il a proposé d'appliquer la règle des avaries communes. Voilà. Donc c'est pour les délestages, ça donne des principes assez intéressants qui se sont saisis. On y travaille aussi potentiellement avec Veolia sur la question de l'eau. Il y a plein de perspectives parce qu'il y a beaucoup de périls communs en fait, qui nous environnent. Il y a une grande perspective qui est autour des écosystèmes vivants. En fait, quand on y réfléchit, un écosystème, c'est un nœud d'interdépendance. Et si on parle d'organismes vivants, c'est que s'il y a un organisme qui disparaît, eh bien, l'ensemble de l'écosystème est menacé. Donc c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à penser, là aussi, restauration en fait, on voit bien que quand on commence à raisonner de cette manière-là, il y a un nombre de terrains d'application absolument faramineux. On est cerné par les périls communs. Il reste que les questions environnementales nous intéressent au premier chef. Donc voilà, c'est aussi un appel potentiellement à ceux qui pourraient être intéressés pour travailler sur ces questions-là. Parce qu'à la suite du postdoc de Charlotte, on a beaucoup de projets qu'il faudrait pouvoir mener. Et puis du point de vue théorique, et je m'en tiendrai là, c'est aussi un programme vraiment de fond, c'est-à-dire que vous avez vu, en fait, l'idée c'est de changer, de sortir d'un prisme ce sont des actions individuelles qu'il s'agit de corriger, pour essayer de penser, il y a en fait une action qui est nécessairement individuelle à partir du moment où il y a une interdépendance de fond qui n'était pas visible, c'est que si quelqu'un a fait un effort, en fait, c'est une avarie collective, parce qu'elle sauve tout le monde. Et cette interdépendance-là, il nous semble que les sciences de gestion sont vraiment les plus à même de la penser, de la modéliser, puisque justement, c'est penser des actions collectives et leurs implications. Et ce qui nous semble extrêmement intéressant, c'est que là, on voit bien que contrairement aux approches classiques, notamment des économistes, c'est poser la règle de solidarité en amont qui rend possible le fait de chercher des voies efficaces. Et donc c'est un renversement c'est pas d'abord on cherche comment faire au moindre coût et puis on verra bien qui paye derrière et comment on compensera. Non, si on part dans cette voie-là, on a toutes les chances de bloquer en fait et de ne pas pouvoir réfléchir ouvertement et penser et explorer la diversité des voies. Et en gros, voilà, ce qui nous semble d'un point de vue scientifique extrêmement pertinent et en tout cas inspirant, c'est vraiment d'essayer de travailler sur je ne sais pas comment la formuler, mais une science de l'action équitable. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'action collective, mais c'est les conditions d'équité qui rendent possible les actions. Voilà, donc un grand programme de recherche. Et là-dessus, je dois aussi remercier Albert à double titre, non seulement pour nous inviter là, parce que finalement, contrairement à ce que tu penses, on n'a pas eu tant l'occasion que ça de présenter ce travail-là. Et puis par ailleurs, je souligne le fait que en fait, c'est aussi un peu grâce à Albert que ce programme de recherche sur les avaries communes
a perduré parce qu'il nous a soutenus quand on avait déjà en 2009, alors là c'était vraiment sur l'application, sur la dimension entreprise, mais il nous a soutenus pour publier dans la revue FCS un article qui sinon j'ai eu beaucoup de mal à le faire accepter dans des revues. Donc, et ça a permis un débat voilà, à sa petite échelle qui nous a en tout cas permis de poursuivre le travail. Merci. Merci beaucoup. Je dois préciser pour FCS que ce n'était pas du favoritisme. Je me suis beaucoup battu, moi, en tant que rédacteur en chef, en prenant les meilleurs évaluateurs possibles sur les questions de gouvernance, théorie de l'agence, etc., et en ferraillant avec eux. Et vous avez vous-même joué le jeu en réécrivant l'article, en essayant de comprendre pourquoi les gens ne comprenaient pas tout de suite d'où vous parliez, etc. Donc voilà, c'est collectif, mais c'est vrai que c'est des moments où j'ai su pourquoi j'étais rédacteur en chef d'une revue. On a du temps pour discuter. Qui souhaite poser la première question, faire un premier commentaire? Bonjour, merci beaucoup. Je suis Céline Mounier, je suis sociologue de métier. Je voudrais un point sur la responsabilité. Il me semble, quand on parle de responsabilité, on parle souvent de responsabilité individuelle. Il y a aussi la notion de responsabilité sans faute, qui est super intéressante. Et du coup, comment elle est intégrée, j'imagine qu'elle l'est dans les réflexions juridiques actuelles. Je ne sais pas en fait, hein, mais je me pose la question de la place de la responsabilité sans faute. Et l'autre chose, c'est plus une question peut-être d'incompréhension de ma part ou de peut-être parce que juste c'est allé un peu vite. Autant je comprends bien le lien taxe carbone côté injuste, et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, comme voilà, ça, là je suis très très bien. En revanche, au niveau de la rénovation énergétique de l'habitat, j'ai un petit peu il m'a manqué un petit maillon pour comprendre. J'ai pas réussi finalement à nommer le péril commun là à ce moment-là, et j'arrive pas à bien saisir où est l'efficacité d'un côté, où est l'équité de l'autre, quand bien même elles sont dissociées. Ça j'ai bien compris théoriquement, mais là sur cet exemple-là, j'arrive pas à le saisir. Si jamais c'est possible d'expliquer un tout petit peu ce point. Du coup, je vais répondre à la deuxième question, enfin interrogation. Oui, c'était peut-être pas supposé, mais l'idée, c'est que par exemple, donc, si on est péril climatique et que la rénovation énergétique des bâtiments est considérée comme une des actions de sauvetage pour réduire les émissions, c'est dans l'idée, voilà, on va pouvoir économiser. Donc aujourd'hui, la manière dont on pense la rénovation énergétique, c'est au niveau de l'individu, c'est-à-dire qu'on va demander à l'individu de financer la rénovation de son bâtiment et du coup d'en porter le coût. Donc on retrouve des problèmes similaires à ceux de la taxe carbone, qui est qu'on peut ne pas avoir les moyens de rénover son bâtiment, son logement, etc. Et donc, par exemple, un exemple, alors je ne sais pas si c'est ce que ça pourrait donner, mais il pourrait y avoir une logique qui est l'ensemble des coûts de rénovation des bâtiments sont mis en commun et partagés au prorata des richesses sauvées, qui pourrait être, par exemple, je sais pas, la valeur de l'immobilier qui est associée. Donc, ça fait apparaître des logiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que celui qui va rénover son bâtiment n'a pas apporté l'intégralité du coût, voire s'il est très pauvre, en fait, comme c'est au prorata des richesses, peut-être emporter une très faible partie, alors que d'autres qui n'ont pas besoin de rénover leur bâtiment ou pour qui ça va être moins cher vont contribuer, en fait, à cet effort collectif, qui permet de réduire les émissions de tout le monde. Seulement. Si ça... Sur la question de la responsabilité sans faute, alors je serais très preneuse si vous avez des références ou des... Parce que c'est une question qui me semble centrale. Alors moi, je ne l'ai pas vue aujourd'hui sur ces questions-là. Alors, on l'a beaucoup travaillé, pareil, dans le cadre de l'entreprise, parce que en fait, la responsabilité sans faute, dans le cadre de l'accident du travail, historiquement, c'est un peu la première loi qui reconnaît l'autorité de gestion, en disant il y a un chef d'entreprise qui est responsable en fait des conditions de travail. C'est lui qui achète les machines, c'est lui qui... Et sauf qu'en fait, à l'époque, il y a eu énormément de débats, parce que la responsabilité, le fait de dire s'il y a un accident du travail, et que par exemple l'individu qui s'est blessé
accidenté n'a pas respecté les consignes de sécurité, normalement, c'est de sa responsabilité. Et donc, faire porter la responsabilité à l'employeur était quand même, là aussi, parfaitement dérogatoire au droit classique. Et ce qui nous semble intéressant, c'est que, en fait, ça veut bien dire que le capitaine, le chef d'entreprise, est en charge de penser une action collective et il ne peut pas le faire sans s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont là. Au-delà, il peut certes y avoir des accidents, et c'est là qu'il y a responsabilité sans faute, mais seulement à partir du moment où il a bien mis en œuvre l'état de l'art le plus poussé en matière de sécurité au travail. Donc, ce principe-là, il est extrêmement intéressant parce que ça veut bien dire qu'il y a... Alors aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant sur le changement climatique, c'est qu'on est dans une optique assez différente, puisqu'au contraire, le principe pollueur-payeur pousse à dire qu'il n'y a pas de faute. Donc, encore une fois, quand on prend sa voiture, c'est légal. Et pour l'instant, sauf preuve contraire, les énergies fossiles ne sont pas interdites. Donc il n'y a pas de faute. Malgré tout, partout, ce principe du pollueur-payeur, qui d'une certaine manière vise à faire en sorte que les gens intègrent, internalisent, relève d'une certaine manière peut-être de la responsabilité sans faute. Alors je ne l'ai pas vu exprimé comme ça, mais en tout cas, voilà, nous, au contraire, il nous semblerait qu'il faut reconnaître que soit on dit qu'il y a faute, auquel cas on peut leur demander de changer leur comportement, mais sinon, est-ce qu'il ne faut pas vraiment changer de braquet et considérer que la question n'est pas la faute, le problème c'est le cumul des émissions, il y a un problème collectif et non pas individuel. Quoi. Donc je réponds qu'à moitié, mais je trouve que c'est une piste intéressante. Aujourd'hui, je ne sais pas la tirer plus. Juste pour prolonger, est-ce qu'il n'y a pas des choses autour de, je vais dire un lieu commun, mais on pourrait dire c'est légal mais c'est pas légitime, par exemple. Bon, okay. Et d'autre part, on sait bien que le droit, il arrive pour concrétiser quelque chose, pour institutionnaliser finalement une idée d'œuvre, comme disait Oriot. Et le droit finit par traduire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans une société. Et donc, quelque part, on serait sur le chemin d'une écriture d'un droit, c'est un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, qui va finir par concrétiser toute une trajectoire. Donc il y a quelque chose dans la fabrique du droit qui peut être regardé. Et sur l'autre aspect, les genres de difficultés qu'évoquait Céline, comme on ne part pas d'une page blanche, il doit y avoir un paquet d'objections possibles de collègues chercheurs d'autres domaines, mais aussi du citoyen lambda. Il suffit d'être allé une fois dans sa vie à une réunion de copropriétaires pour comprendre que ça va être compliqué. Parce qu'il y a un type de sacrifice au niveau méta qui est « moi j'ai mis de l'argent de côté pour rénover mon immeuble, etc. et nous on a fait les efforts ». Et donc d'un certain côté, on pourrait dire que nous on est cool, donc on va aider ceux qui ont besoin, sauf comme on a déjà fait l'effort il y a un sacrifice au niveau méta qui est le fait de renoncer à la valeur de l'effort qu'on a fait pour arriver là où on est, si on n'est pas si mal. Et ça va se jouer aussi dans les réactions des gens. Les individualismes construits par la propriété, le fait que, comme dit la littérature sur les communs, on a tellement l'habitude de considérer que ce qui est à nous et que du coup ça en prive les autres, que voilà, c'est pas évident. Et d'un autre côté, je finirai juste par là pour ne pas monopoliser, mais on sait depuis Kurt Lewin dans les années 35-40 qu'il faut bosser sur les groupes pour provoquer des changements, que ce n'est pas au niveau individuel que ça va se faire. Mais comme tu le disais très bien, il y a des questions d'échelle. Se coordonner à 30 et se coordonner à 8 milliards, c'est quand même pas tout à fait la même pièce de théâtre. Oui. Bonjour, je suis Elisa Bastide, élève du Minot, et je fais mon mémoire sur les dispositifs mis en place qui prennent en compte l'équité. Et du coup, on a travaillé avec Anaïs sur les ZFE et on s'est rendu compte que déjà en Ile-de-France, beaucoup de gens ne sont même pas au courant de ce que c'est une ZFE et qu'on vit dans une ZFE. Donc ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un souci de communication ? Enfin, on a vu par exemple qu'à Lyon, il y avait plus de communication à ce sujet-là, alors que l'Île-de-France, c'est la région la plus polluante. Et par exemple, certaines personnes ne sont pas au courant qu'elles peuvent avoir recours à des aides pour avoir des transports en commun, moins polluants. Et aussi, par exemple, j'ai pris un taxi il y a quelques jours. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas la vignette critère. Il m'a dit que ce n'était pas obligatoire,
alors que depuis le 1er juillet, il me semble que c'est obligatoire. Donc voilà, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un souci de communication à ce niveau-là? Je peux commencer, mais vas-y, si tu veux. Pour les ZFE, moi, c'était aussi un cas d'application dans ma thèse. Et les problèmes de communication, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on interroge les collectivités sur zone à faible émission. Après, la manière de regarder le problème par rapport à zone à faible émission, c'est plutôt que... Donc, même si les aides étaient toutes accessibles, etc., il y a une partie de la population qui ne pourrait quand même pas changer de véhicule. Et les solutions qu'il y a a priori à disposition de l'acteur public pour les résoudre, ça va être des dérogations, mais qui du coup vont directement laisser en circulation des véhicules polluants, ou de financer l'entièreté des véhicules qui doivent être changés, mais là du coup il n'y a pas les moyens de le faire. Donc en fait on est un peu dans des tensions entre... et l'idée, c'est comment est-ce que penser en Avary Commune, ça peut à la fois rendre mieux compte de ce que font les collectivités, parce que le schéma zone à faible émission, il masque aussi un peu tout un tas de dispositifs qui sont mis en place, comme les accompagnements individuels au changement de mobilité, etc., qui peuvent être peut-être mieux saisis quand on réfléchit aussi à la question de l'équité en même temps. Et comment est-ce que ça peut permettre de dépasser un peu ces tensions sur l'efficacité. Juste un petit mot de complément, parce que, et pour rebondir aussi sur la remarque d'Albert, en fait, j'ai l'impression que toutes les difficultés là, que vous mentionnez sur la ZFE, on pourrait un peu les interpréter comme en fait la difficulté de mise en œuvre, et que parce que c'est un dispositif qui à la fois interroge sur son efficacité, confère tout ce que vous venez de dire, et puis sur la légitimité. Et donc voilà, nous on l'interprète plutôt comme un signe de l'immense difficulté à mettre en œuvre ce type de politique. Et donc, certes, à nouveau, évidemment que la règle des avaries communes suscite énormément d'objections, notamment de ceux qui ont fait des efforts, etc. Néanmoins, en fait, on part quand même aujourd'hui d'une situation où c'est ça la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place les politiques de ZFE. Objectivement, on n'y arrive pas. Donc voilà, pour nous, certes, il y a plein de questions qui se posent et il y a tout un tas d'objections, mais il faut quand même rappeler ce point de départ. Et il nous semble que voilà, si on disposait d'un principe fort de solidarité, ça permettrait un peu de dégager. Et parmi les objections, évidemment, qu'on y travaille, il y a ce que tu dis, c'est... Donc Charlotte a commencé des simulations pour essayer de voir qui serait touché par quoi. Et c'est sûr que, par exemple, un des effets un peu questionnants, c'est, comme tu dis, les pays, par exemple la Suède, qui a fait énormément d'efforts, mais qui a encore beaucoup à sauver, devrait quand même beaucoup contribuer dans un schéma avaries communes. Est-ce que c'est, alors qu'elle pollue quasiment, enfin, elle pollue encore, mais quand même moins que d'autres, est-ce que c'est juste ou pas? Ça pose la question aussi de à partir de quand on dit on est en péril. Parce qu'on pourrait dire les investissements que vous avez faits l'année dernière, on peut les considérer comme des avaries communes. Donc typiquement, oui, ça pose effectivement la question de à partir de quand on décide, bon ben là, situation de péril, on change de braquet, on raisonne collectivement. Voilà, ça pose évidemment des questions de mise en œuvre importantes. Néanmoins, est-ce qu'on a le choix? Voilà. Bonjour, Sophie Ravel. J'avais une question. Alors déjà, merci pour ce concept d'avarie commune que je ne connaissais pas du tout et que je trouve très éclairant. En revanche, j'ai une vraie question parce que c'est un changement de paradigme et comment on fait en sorte que finalement les gens se réinvestissent du collectif, parce qu'on est quand même dans des sociétés où tout est construit autour de justement l'individualisation à outrance, la responsabilité des gens. Je pense à Sanders par exemple qui porte la responsabilité uniquement sur les individus. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer d'une logique de l'individualisation tout craint à une logique communautaire sans tomber dans le communautarisme qu'on voit malheureusement trop souvent? C'est une excellente question. Je pense que c'est plutôt l'enjeu d'une discussion collective. À notre échelle, en tout cas en tant que chercheur, encore une fois, ce que l'on peut faire à notre échelle, c'est proposer des cadres qui puissent au moins être saisis. Parce que s'il n'y en a pas, évidemment, du coup, c'est les schémas individualistes qui prédominent. Bon, voilà, en disant ça, j'ai conscience que ça ne va pas...
C'est peut-être un petit élément, mais aussi il y a un cas qui est en expérimentation à Londres, je crois, où l'avarie commune a été utilisée comme métaphore. Donc c'est dans le domaine maritime pour mettre en coalition des acteurs du transport maritime pour réduire des émissions. Donc il y a aussi, ça rejoint l'idée que produire un peu de nouvelles manières de penser, ça peut aussi être saisi et conduire. Et donc du coup, pour appliquer, ils ont fait une forme d'innovation contractuelle pour supporter leur nouveau partenariat en s'inspirant de la logique de partage des avaries communes. Donc, c'est pas lié à nous directement parce qu'ils sont du domaine maritime, donc ils avaient déjà accès à cette règle, mais il y a aussi des manières où ça peut permettre d'inspirer et de peut-être donner des idées, mais voilà, c'est toujours une très vaste question. Peut-être 2 choses en complément, si je me permets de suggérer. C'est qu'est-ce qu'on sait sur le temps qu'il faut en général dans les mouvements d'évolution sociale pour changer les mentalités au point où on change d'évidence. Alors, par le petit bout de la lorgnette, quand je dis à mes étudiants d'aujourd'hui que quand j'ai commencé à enseigner dans les années 80, il fallait que je précise que mon cours était non-fumeur, ils ne me croient pas. Bon, et aujourd'hui, personne n'imaginerait allumer une cigarette dans cette salle, j'espère. Okay. Bon, ça c'est un petit exemple fastoche. Parce que évidemment, la difficulté, c'est d'avoir des évidences partagées au bout d'un moment, en plus du temps qu'il faut pour les créer. Et le temps, on ne l'a peut-être pas. Mais il y a une phrase qu'on attribue à Victor Hugo, je crois, qui dit « Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le moment est arrivé. » Okay, c'est le moment, mais pour autant, ce n'est pas évident. Et la deuxième chose, et je parle sous contrôle de Céline qui a travaillé avec Saint-Saulieu à une époque, et on a pas mal bossé ensemble pour un article, un bouquin de Saint-Saulieu qui s'appelle « Des sociétés en mouvement », et dans lequel Saint-Saulieu explique, c'est un bouquin de 2001 je crois, que dans les transitions, c'est toujours des institutions intermédiaires qui assurent à la fois la créativité institutionnelle et concrète et le mouvement. Alors évidemment, lui, il va parler de la Pologne et de Solidarność, mais il va parler d'un tas d'autres choses aussi, historiquement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'époque de la modernisation, l'époque après la crise de 73, où les entreprises sont devenues des machines à exclure et plus seulement des machines à intégrer. Et donc, on a vu à ce moment-là, par exemple, si je me rappelle bien le bouquin, qu'il s'est créé un tas d'associations d'intégration et d'accompagnement, etc. Voilà, donc c'est peut-être intéressant de regarder en tant que chercheur aussi qu'est-ce qu'il y a comme institutions intermédiaires aujourd'hui qui font ce boulot. Et paradoxalement, ou pas, un labo de recherche comme le vôtre fait partie de ces acteurs concepteurs d'intermédiarité qui cristallisent des énergies et qui permettent des transitions. Voilà, c'était juste des suggestions complémentaires face à votre question, mais il y a probablement tout un terreau d'intermédiation, mais créative, donc des espèces d'institutions intermédiaires conceptrices et pas seulement médiatrices qui vont jouer à ce moment-là, et temporairement, on avait parlé avec Céline dans un article de travailler en mode middle ground, c'est-à-dire finalement face à de l'upper ground qui sont les institutions et une espèce d'underground qui serait tous les fourmillements individuels par analogie avec l'underground chez les artistes. Qu'est-ce qui existe comme lieu de middle ground où se cristallisent des contacts? Alors un séminaire au Bernardin, un labo de recherche, un festival. Enfin, on peut imaginer un tas de trucs. Et comment cette collection de milliers de choses pourrait faire sens pour peu que les gens aient conscience d'en faire partie. C'est un peu naïf, mais voilà, par rapport à votre question, c'est ce qui me venait, moi, en complément de ce que vous avez dit. Je trouve que c'est très juste, cette idée d'institutions intermédiaires qui peuvent éventuellement concevoir ou mettre en œuvre des changements. Je m'interrogeais en t'écoutant quel est le niveau en fait, quel serait aujourd'hui. Donc par exemple nous on travaille avec la métropole du Grand Nancy, donc il y a l'ADEME aussi, enfin donc il y a tout un tas d'institutions qui sont partie prenante. On voit que typiquement les métropoles aujourd'hui sont des lieux de conception. En fait ils font déjà plein de choses, mais voilà, il n'y a pas forcément les cadres théoriques pour mettre les mots sur ce qu'ils cherchent à inventer, mais d'une certaine manière les efforts pour que ce soit plus équitable, ils sont là. Donc il y en a des institutions, mais en même temps on pourrait se dire l'intérêt d'une règle comme ça, Armand il dit c'est fractal, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait elle pourrait s'appliquer à plein de niveaux simultanément. Il y a évidemment le niveau de l'ONU, c'est la planète qui est en danger, mais c'est les villes, c'est les États, éventuellement c'est l'entreprise, c'est la famille. Enfin, voilà, on pourrait, il n'y a pas d'exclusive. Donc la question du bon niveau, c'est une question voilà, qu'on peut peut-être ouvrir.
Et par rapport à l'entreprise, il y a peut-être aussi... c'est quoi le bon niveau de capitainerie dans des entreprises où les responsabilités sont partagées, où on ne peut pas dire il y a pas le capitaine qui serait en gros le patron de l'entreprise, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est en même temps une vision de l'entreprise assez datée et puis qui ne rend pas compte des multiples rationalités qui gouvernent la création de l'efficacité elle-même. Enfin, même l'efficacité, elle est plurielle, quoi. Et donc dans les liens entre l'entreprise, les entreprises, leurs parties prenantes, les modalités de créer de l'efficacité collective, est-ce qu'il y a des travaux de recherche où ce cadre théorique prend place de manière à, je sais pas, penser une espèce d'efficacité en robustesse ou des choses... Enfin, je rends le micro parce que en même temps, je pose des questions qui sont limite des angoisses d'une impliquée dans une entreprise, quoi, en quelque part. Enfin, c'est-à-dire que j'exerce mon métier de sociologue dans une entreprise et trouver les prises pour agir dans un cadre qui consiste à déjà identifier quelle est l'avarie quand on est dans une entreprise ou quelles sont les avaries, comment identifier les pistes d'efficacité quand on voit que l'efficacité opérationnelle, elle est aussi phénomène de plusieurs facteurs. Voilà, est-ce qu'il y a des recherches en cours sur ce cadre théorique qui sont quelque part en entreprise et qui invitent à revoir, je sais pas, des dialogues avec des parties prenantes, c'est une question très difficile et en même temps hyper importante. Je ne suis pas tout à fait sûre de... Peut-être que je vais répondre un peu à côté. Hein. Bon, je précise d'abord que le principe des avaries communes, c'est pour aussi une toute petite équipe. Voilà, c'est surtout la thèse de Charlotte. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de travaux aujourd'hui. Bon, ça peut venir, mais qui s'en soit appareil. Donc, alors, sur la question de l'entreprise, donc j'ai évoqué que nous, les travaux avec Armand que moi j'ai menés avec lui, et les quelques publications, c'était vraiment d'abord se dire, il faut penser l'entreprise comme une aventure collective, où plusieurs parties prenantes sont impliquées, où chacune a un potentiel à développer, et que les décisions collectives, où l'effort de l'un peut jouer sur la richesse des autres, ou le potentiel des autres. Et donc, c'est ces interdépendances qui sont mal pensées, et sur lesquelles... J'ai l'impression que votre question, elle renvoie à une autre dimension de nos travaux avec Armand. C'est... En fait, j'ai envie un peu de renvoyer à la question de tous les travaux sur l'entreprise à mission aujourd'hui. Parce que vous voyez, en fait, donc le schéma de l'entreprise à mission sur lequel on a évidemment beaucoup travaillé et qui mobilise un gros programme de recherche, notamment Kivin pilote un observatoire des sociétés à mission aujourd'hui. Donc vous savez, les sociétés à mission, c'est un nouveau schéma juridique où l'entreprise peut s'engager juridiquement, c'est-à-dire dans ses statuts, sur des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, ça permet de dire que non, la direction d'entreprise n'est pas là pour rendre des comptes uniquement aux actionnaires, ou en tout cas, voilà, avec la prise en compte de ses engagements vis-à-vis de différentes parties prenantes, dont l'environnement. Et pour nous, en fait, c'est un cadre nécessaire pour rendre possible au sein de l'entreprise des efforts d'innovation, de rupture, par rapport au schéma classique de production. On a l'impression que c'est une petite pierre, mais qui peut en fait susciter des débats qui pourraient être effectivement pris dans l'angle des avaries communes, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, un engagement commun, à la fois de la part des actionnaires, des salariés, des territoires. Et la question, c'est comment est-ce qu'on ne renonce pas pour autant au profit, parce qu'on reste une entreprise commerciale, et pour autant, en fait, on peut s'engager sur... Et les choix de gestion, du coup, sont discutés. C'est ça qui est la nouveauté du dispositif, c'est de dire que ce n'est pas juste une entreprise qui publie, comme le demande aujourd'hui la directive européenne, c'est son impact environnemental,
voilà, pour dire voilà où j'en suis, mais Total peut continuer à afficher, en fait, il n'y a pas de sanction d'une certaine manière. Là, en fait, c'est l'entreprise, les choix de gestion sont discutés par un autre organe de gouvernance qui n'est pas simplement le conseil d'administration, mais qui va discuter les choix de gestion pour dire est-ce que ces choix-là sont cohérents avec vos engagements sociaux et environnementaux. Voilà, en termes de, quand vous posez la question, est-ce qu'il y a d'autres programmes ou projets de recherche, pour moi, ça renvoie directement à ces questions-là. C'est-à-dire comment, dans l'entreprise, aujourd'hui, les conditions de gouvernance de ces problématiques peuvent être effectivement... Et du coup, comment est-ce que c'est... Aujourd'hui, nous, on travaille notamment avec plusieurs syndicats pour voir comment les salariés peuvent se saisir de ces engagements, qui concernent à la fois les parties prenantes et les salariés, mais il y a beaucoup de salariés qui veulent s'investir et qui contestent la manière dont l'entreprise agit pour l'environnement, et donc ils peuvent peut-être mobiliser le fait qu'il y ait une raison d'être ou des engagements statutaires pour le faire. Mais... Peut-être aussi que, moi je me rappelle, dans les années 90, au début, il y avait pas mal de débats sur ce que des gens appelaient économie de la vigilance. Et ce que tu décris, ou dans la question de Céline, il y a l'idée aussi de s'autoriser à une prise de conscience partagée et à réduire le niveau d'inconséquence, en fait. Moi, je suis de la génération qui a vécu prendre l'avion sans aucun problème, et j'aimais bien dire que je ne me lassais pas du décollage parce que je trouve toujours ça magique. Sauf que maintenant, les quelques fois où je vais prendre l'avion, quand même l'impression de salir, quoi. Donc c'est pas facile. Bon, et donc, comment partager à la fois une sorte de vigilance que des salariés ou quiconque dans l'entreprise, comme le disait Céline, il n'y a pas un seul capitaine et les autres, c'est des marchands, on est dans une hiérarchie. Comment est-ce qu'on est autorisé à être vigilant, une espèce de répartition d'un lanceur d'alerte qui aurait dépassé ce stade, parce que derrière, il y a des instruments, comme vous disiez. Comment aussi ce que vous proposez permet de relire ou de lire, parce que c'est des trucs récents. Mes étudiants ici présents ont la chance d'avoir un cours par Alexandre Rambaud en comptabilité écologique, en M1. Voilà, ce n'est pas tous les masters en management de l'innovation qui ont un cours de comptabilité écologique fait par Alexandre Rambaud, mais lui, quand il explique la comptabilité écologique et leur méthode CARE, quelque part, c'est de l'instrumentation aussi, qui est d'une nature un peu différente de ceux que vous avez abordés à travers le prisme économiste classique. Et on voit bien que pour lui aussi, c'est une bagarre insensée d'arriver à faire comprendre et partager les principes et puis accepter les conséquences de la règle du jeu. Et donc, finalement, c'est peut-être aussi ça, des petits ingrédients d'une construction d'une urgence partagée et puis de choses qui progressivement vont être considérées comme ne se faisant pas. Sauf que, comme vous le disiez très bien, les sacrifices de chacun, voilà, si Total ferme, je perds mon boulot. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qui ne sont pas triviales quand même. Hein. Et donc, comment on rediscute ensemble des sacrifices à consentir. Dans ce que disait Céline, il y avait un côté ingénierie de la conversation, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on dialogue autour de ça? On partageait ensemble récemment aussi un petit bouquin d'Olivier Hamant dans la collection Tract sur contre le culte de la performance, où il dit en gros que penser la sobriété sans penser la robustesse, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc voilà, il prend des exemples dans le monde vivant pour dire on croit qu'on est super efficace, mais parce qu'on ne prend pas en compte des conséquences. Donc voilà, on optimise tout, sauf qu'on ne prend pas en compte les burn-out, la pollution, les machins, les trucs. Et donc en réalité, on n'est pas efficace. Et il prend des exemples sur la photosynthèse, sur des choses comme ça, qui sont efficaces à 1,5, 2%. C'est ridicule, même par rapport à nos panneaux solaires, en apparence. Sauf que c'est pour ça que ça fait des millions d'années que ça fonctionne. Donc, restaurer des marges. Enfin, voilà, donc on peut tout remettre dans le chaudron, y compris Rosa sur l'accélération, Amand sur la robustesse, ce que vous faites vous, et puis voir comment on s'en sort. Sauf qu'il faut partager tout ça. Et que, voilà, j'avais une réunion de copro il n'y a pas longtemps, et c'est compliqué, un peu quand même. D'autres questions, commentaires Oui, madame, pardon. Je monopolise le micro. Merci, Laurence Delcourt. Moi, je suis retraitée au repos. Alors, j'ai trouvé très intéressant votre conférence et je voulais simplement vous demander si vous êtes en contact avec des instances gouvernementales ou avec des think tanks qui réfléchissent pour le gouvernement. Je ne sais pas si c'est un think tank, l'ADEME, mais après, non. Si vous avez des pistes, on est preneur. Non, il n'y a pas de contact particulier. Enfin, je vous ai dit, on est en contact avec un sénateur.
Ouais. Aujourd'hui, par exemple, là, je l'ai évoqué, je l'ai dit tout à l'heure, on va intervenir au GART, qui est l'association des autorités régulatrices de transport dans les communes, qui s'interroge. Donc il y a quelques petits contacts, mais c'est embryonnaire, disons. Peut-être que le sénateur que vous citiez tout à l'heure vous a fait part aussi des réactions de ses collègues, puisque j'avais la chance d'être à Cerisy au colloque autour des travaux d'Armand quand il est intervenu, et il disait que ça a été une grosse partie de sa motivation à se représenter au sénatorial, de s'emparer de cette façon de voir les choses pour en convaincre progressivement ses collègues. Je ne sais pas s'il vous a déjà, comme ça, en aparté, raconté un peu ce qui se passe quand il prend son bâton de pèlerin au Sénat. Non, mais typiquement, alors ça il ne nous a pas raconté, mais c'est vrai que typiquement, ça fait partie des acteurs qui voient en quoi est-ce qu'un concept, une théorie, a une puissance d'action directe. C'est-à-dire que lui, il s'est tout de suite dit, ça, je peux m'en saisir. Et il y a un autre, je vous l'indique, puisqu'il y a un autre député qu'on va revoir la semaine prochaine, sur un autre péril, celui des pesticides. Et qui fait beaucoup débat aujourd'hui, c'est monsieur Potier, Dominique Potier, qui avait porté le devoir de vigilance il y a quelques années et qui aujourd'hui est très investi sur les questions agricoles et qu'on revoit pour se poser la question. Il est aussi intéressé, donc voilà, il y a quelques petites capillarités, mais... Oui. On a beaucoup évoqué les logiques un peu du coup top-down. Et est-ce que vous avez aussi regardé ce qui se passait du point de vue bottom-up sur justement ces questions d'avarie commune et comment on pouvait les rentrer dans un cadre conceptuel, mais en venant plus des initiatives de la société civile ou autre? Pardon, je m'appelle Aïché et donc je suis doctorante en sciences de gestion. Voilà. Pour moi, il y a deux manières de prendre la question. Un peu, c'est à la fois parce que c'est une discussion que j'ai eue notamment à ma soutenance de thèse, qui est le lien avec du point de vue du coup de littérature de ce qui se fait. Et là, c'est plutôt en fait, pour moi, ça apporte un regard un peu différent, par exemple sur l'analyse de ce qui peut se faire localement. J'avais dans ma thèse lu les cas d'Ostrom, par exemple, et en fait, les règles de répartition, elles sont assez invisibilisées par la manière de regarder la question. Donc c'est aussi le fait, en tant que cadre d'analyse, le fait de séparer et de regarder un peu qu'est-ce que le péril peut générer de nouvelles connaissances. Et après, par rapport à comment ça peut se constituer... Après, il y a aussi l'autre perspective qui est si on réfléchit à comment est-ce qu'on peut expérimenter et donner corps un petit peu à l'approche des avaries communes, où là, c'est plutôt tout ce qui se fait déjà peut servir à nourrir la manière dont on peut penser, par exemple, des schémas de concertation, des modèles de participation. On a par exemple un plan d'expérimentation où l'idée, ce serait de mettre en discussion des groupes de travail sur qu'est-ce que seraient les valeurs sauvées dans la ville, en fait, par exemple, et de mobiliser des méthodes plutôt bottom-up pour faire émerger qu'est-ce que ça voudrait dire valeur dans la ville. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a un peu ces deux dimensions-là. Bon, il nous reste à vous remercier chaleureusement pour cette présentation très éclairante.